Modèle du transformateur parfait. Un transformateur est constitué d'un noyau ferromagnétique autour duquel ont été bobinés deux circuits. Voilà un exemple de transformateur. On voit ici le noyau de fer sur lequel on va pouvoir venir positionner une première bobine, ce sera le circuit primaire, et une seconde bobine, le circuit secondaire. On referme l'ensemble par le noyau de fer doux pour assurer la continuité des lignes de champ magnétique d'un circuit dans l'autre, ce qui permet d'augmenter le couplage entre ces deux circuits. Ce transformateur, il va avoir deux bobinages et on va repérer ce qu'on appelle les bornes homologues, on les marque par un point. C'est des bornes qui sont telles que lorsque des courants entrent par ces bornes, ils vont produire des champs magnétiques de même sens dans le noyau. Alors, j'ai représenté ici le circuit primaire avec N1 spire. Il est repéré, vous voyez ici, dans ce sens-là, entrant. La tension E serait dans ce sens, mais on va la repérer à nouveau en convention récepteur et repérer la tension U1 qui vaudra moins E1. Je vous invite pour commencer à essayer de dessiner le circuit secondaire pour qu'un courant entrant par cette borne-là crée bien un flux de même sens que celui-ci. Je vous laisse réfléchir à ça et on regarde ensemble dans une seconde. Alors il faut donc que cette spire passe d'abord ici devant puis derrière. Pourquoi? Parce que quand un courant va circuler autour ici de cette branche-là, ça va donner un champ magnétique qui sera vers le bas. Et c'est effectivement la même chose de l'autre côté. Si on a un courant qui rentre ici, qui passe derrière et qui revient, on va tourner dans le sens direct et ça va donner ici un champ magnétique qui va être vers le haut. Donc quand on injecte des courants par ces deux bornes, on a bien un champ magnétique qui va tourner dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on repère ces bornes homologues. Dans le modèle du transformateur parfait, on va faire deux hypothèses. La première, c'est que les résistances des bobinages sont nulles. Donc dans le modèle équivalent que je vais vous présenter après, il n'y aura pas de résistance petit r. La deuxième hypothèse, c'est que le noyau ici assure un couplage parfait. Ça veut dire que toutes les lignes de champ qui passent par le premier circuit vont forcément passer par le deuxième. Ça va avoir une conséquence très importante, c'est que le flux du champ magnétique qui est commun à travers une spire du primaire ici sera égal au flux du champ magnétique à travers une spire du secondaire là. On va noter dans la suite ce flux phi0 et donc la conséquence c'est que le flux total dans chaque bobinage va valoir d'une part phi1 égale n1 phi0, n1 étant le nombre de spires au primaire ici, et phi2 va être égal à n2 phi0. Ainsi, si on applique la loi de Faraday à ce dispositif, on va immédiatement avoir que U1 qui vaut donc moins E1, je vous rappelle, parce qu'on s'est mis ici en convention récepteur au niveau des tensions U et des courants I, alors que E1 était en convention générateur, eh bien U1 va valoir moins E1, c'est-à-dire plus d phi1 sur dt, et comme phi1 vaut le nombre de spires fois phi0, le flux dans une spire, U1 est finalement égal à N1 fois d phi0 sur dt. On a la même chose au secondaire, U2 va être égal à N2 fois d phi0 sur dt, et si on fait le rapport U1 sur U2, eh bien les dérivés du flux vont se simplifier, il va rester que U1 sur U2 vaut N1 sur N2, le rapport des spires, on va appeler ça le rapport de transformation. Ce composant idéal, il va être schématisé par ces deux ronds ici imbriqués l'un dans l'autre, on repère les bornes homologues ici, et ce composant va nous assurer que U2 sera égal à N2 sur N1 U1. Donc s'il y a plus de spires d'un côté, en gros, la tension sera plus grande. C'est ça qu'il faut retenir. Plus il y a de spires, plus la tension est importante. Si on cherche un lien entre les courants I1 et I2, eh bien, il suffit d'utiliser un argument énergétique. Le primaire reçoit par convention une puissance P qui vaut U1 I1. Le secondaire reçoit une puissance P2 qui vaut U2 I2, parce qu'ils sont tous les deux fléchés en convention récepteur. Or, comme le transformateur est supposé parfait, il ne consomme aucune énergie. On dira qu'il n'y a pas d'énergie perdue dans le cuivre, dans les bobinages, on a négligé les résistances. Il n'y a pas non plus d'énergie perdue dans le fer, dans le noyau de fer, parce qu'il n'y a pas de fuite. On va supposer aussi qu'il n'y a pas d'hystérésis dans ce noyau. Ça veut dire que toute l'énergie qui rentre, U1 I1, plus celle qui est reçue au deuxième U2 I2, va valoir 0. Donc U2 I2 est égal à moins U1 I1. Vous noterez au passage que l'un sera un récepteur en fonctionnement récepteur et l'autre générateur ou l'inverse. Évidemment, toute l'énergie qui rentre dans le transformateur doit en ressortir dans un sens comme dans l'autre. Et on aura donc que I1 sur I2 va être égal finalement à moins U2 sur U1, c'est-à-dire moins ici N2 sur N1
donc moins 1 sur M. Pour le dire autrement, si le transformateur élève la tension, eh bien il abaisse les courants et réciproquement. Vu que le produit UI est constant, quand l'un augmente, l'autre diminue. On va essayer de vérifier expérimentalement tout ce qu'on vient de voir sur un modèle de transformateur simple. Vous reconnaissez le transformateur qu'on a vu tout à l'heure. On va appliquer au primaire ici une tension de 12 volts alternative. Sur les 250 spires qu'il comporte, vous voyez cette tension ici en jaune. On va venir mesurer la tension au secondaire. Et vous constatez que cette tension est la même, elle a la même amplitude. On a ici un rapport de transformation de 1, comme il y a le même nombre de spires au primaire et au secondaire. Si on change le nombre de spires et qu'on met que 125 spires au secondaire, on constate immédiatement que la tension au secondaire est divisée par 2. On a alors un transformateur abaisseur. Réciproquement, on peut aussi utiliser le transformateur en élévateur. Ici, on n'a mis que 125 spires au primaire. Vous voyez que la tension primaire jaune est là. Et c'est au secondaire qu'on a une tension qui est 2 fois plus grande, ce qui va permettre avec ces dispositifs à la fois d'augmenter les tensions ou de les abaisser. Pour terminer, on va regarder plusieurs utilisations des transformateurs. Est-ce que vous pouvez prendre le temps d'en chercher quelques-unes? Et puis, on met ça ensemble dans un instant. Donc, ces transformateurs sont utilisés principalement pour le réseau électrique, pour faire des convertisseurs, par exemple 220 volts, 12 volts, ou pour faire des adaptations d'impédance, comme on pourra le voir en exercice. Je vous montre quelques exemples de ces dispositifs-là, mais avant, je voudrais qu'on réponde à une dernière question. Est-ce que d'après vous, un transformateur peut fonctionner si par exemple on a une tension U1 en continu au primaire? Eh bien non, il n'y aura pas du tout d'effet de couplage si vous appliquez une tension continue. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement qu'il y ait une variation. Je vous rappelle, c'est un phénomène inductif. Il faut donc que le flux phi0 à travers une spire varie si vous voulez pouvoir avoir une tension induite. Allez, on termine en regardant plusieurs exemples de transformateurs concrets. Vous avez ici par exemple un transformateur qui peut servir à fabriquer les alimentations que j'ai utilisées dans l'expérience précédente avec d'un côté 220 volts et de l'autre 6 volts ou 12 volts. D'après vous d'ailleurs, est-ce que les 220 volts s'appliquent ici sur ces fils fins roses ou est-ce qu'ils s'appliquent sur ces gros fils? Je vous laisse réfléchir à ça quelques secondes, vous pouvez mettre sur pause. Eh bien en fait, les 220 volts, on va les appliquer sur ces fils fins. Et le secondaire, celui où on va avoir 12 volts, c'est ce gros fil. Pourquoi? Parce que si la tension passe de 220 à 12, eh bien le courant lui va être augmenté du rapport inverse. Et donc le courant sera plus important au secondaire, c'est pour ça qu'on a une plus grosse section de fil qu'il ne l'est au primaire. On trouve aussi un transformateur dans ce qu'on appelle improprement un transformateur justement, mais ça c'est en fait un convertisseur alternatif continu qui est branché sur le réseau de 130 volts. Ici vous voyez les tôles et c'est cet étage-là qui va faire la conversion alternative de 130 vers 12 volts et derrière il y a un redresseur avec une diode qui va permettre d'obtenir une tension continue que l'utilisateur va récupérer ici. Sur la vue du dessus, on distingue ici donc les tôles qui sont comme ça, en forme de boucle et le bobinage se fait en noir ici de l'avant vers l'arrière. Tout ça est évidemment fortement isolé pour éviter que les utilisateurs ne puissent toucher les tensions de 220 volts. Le dernier usage des transformateurs, et non des moindres, c'est le transport d'électricité. Vous avez sur cette animation ici plein de transformateurs. Là, par exemple, en sortie d'une centrale nucléaire, vous aurez un transformateur qui va augmenter la tension de 24 kV en sortie d'alternateur. On avait déjà vu ça précédemment. L'alternateur produit à peu près 20 000 volts de tension. Et pour la transporter, on va la monter à 400 kV. Donc après, on va utiliser des lignes haute tension. Ce sera la même chose en sortie d'un barrage ou en sortie d'une centrale thermique. Tous ces dispositifs s'y produisent de l'énergie électrique. Sa tension est augmentée. Ensuite, elle voyage sur ces lignes haute tension. Vous avez ensuite des postes intermédiaires où on va baisser de 225 kV à 10 kV pour ensuite distribuer l'électricité vers finalement les utilisateurs finaux qui vont récupérer donc du triphasé à 410 volts ou du monophasé à 230 volts. En France, vous avez accès à cette carte, on peut l'obtenir sur le site internet de RTE,
qui est l'entreprise semi-publique française qui gère le transport d'électricité. Et vous voyez ici en rouge, vous avez toutes les lignes haute tension à 400 kV et en vert, les lignes haute tension à 225 volts. Et si on zoome par exemple sur Angers, on va pouvoir voir tous les nœuds du réseau qui permettent ce transport d'électricité à travers le pays. Et vous voyez qu'ici, autour de la ville, vous avez une ligne verte là à 225 volts aérienne qui va arriver et venir distribuer ensuite ces réseaux à 90 kV pour terminer sur des points de distribution. Vous voyez, c'est vraiment tout un maillage très très fin qui va finir un peu comme des ramifications d'un arbre ou d'un réseau vasculaire pour terminer dans des postes de transformation. Donc sur le centre-ville d'Angers, il y en a un ici à Saint-Serge et il y en a un à la Roseraie qui probablement est celui qui alimente le lycée Chevrolier juste à côté pour ensuite aller distribuer l'électricité dans les zones alentours aux utilisateurs finaux. Voici une photographie d'un transformateur qui permet d'augmenter la tension de 20 kV à 400 kV en sortie de centrale. Donc vous voyez que c'est des installations qui sont protégées et de très très grandes dimensions, qui ont des rendements excellents mais qui vont néanmoins dissiper une petite partie de l'électricité. Mais comme dans le réseau électrique, vous avez vu qu'il y a plusieurs transformateurs en cascade, il faut impérativement que le rendement de chacun d'entre eux soit très très bon, parce que comme leurs rendements vont se multiplier, si vous perdez 10% d'énergie à chaque fois, ça ne va pas être possible quand vous en aurez mis 4 ou 5 en cascade entre la centrale et votre habitation.